Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, analyse de la note de conjoncture de la direction du Trésor et des finances extérieures et aussi la fin de la parution de l'indice Doing Business de la Banque mondiale. Nous reviendrons en compagnie de mon invité sur les chiffres à retenir de cette note de conjoncture, notamment en ce qui concerne la reprise économique au niveau international mais aussi national, le chômage ou encore le train des crédits bancaires au terme des 7 premiers mois de l'année. Des indicateurs clés qui annoncent la tendance pour les opérateurs économiques. Indicateur toujours, l'indice Doing Business de la Banque mondiale n'est plus. Pour comprendre les dessous de cette décision, je reçois ce soir Abdelatif Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Bienvenue à tous. Et nous joignons tout de suite le professeur Komat depuis Casablanca par Skype. Bonsoir professeur Komat, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Est-ce qu'on peut dire que cette note de conjoncture de la direction du Trésor et des finances extérieures est rassurante pour nos opérateurs économiques, mais aussi pour le consommateur ? Oui, on peut le dire globalement. Globalement, on peut la considérer comme rassurante parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs positifs, bien qu'elle soit contrastée. Si on fait une analyse fine, secteur par secteur, il y a des secteurs qui sont en plein reprise, d'autres qui sont à la recherche d'un environnement favorable justement pour cette reprise attendu. Je pense notamment au secteur du tourisme, au secteur du transport. Mais globalement, la croissance telle qu'il était attendue pour 2021 aux alentours de 5,6%, on peut dire qu'il serait en partie réalisé parce qu'au terme du premier trimestre, nous sommes à environ 1%. Et si on transpose le 1%, ça veut dire qu'on devrait être aux alentours de 4,5%. Donc, on est loin d'une reprise, un peu du retard enregistré en 2020, en rattrapage, mais il faut dire que dès le départ, le rattrapage n'est attendu qu'en 2022, parce qu'on ne pourrait rattraper qu'une partie de ce que nous avons perdu en 2020. Et bien évidemment, je dirais, tout cela est lié à une difficulté de reprise dans un certain nombre de secteurs. Lorsque les prévisions ont été faites fin 2020, notamment au niveau de la loi de finances, on estimait une reprise, je dirais, globale et généralisée. Et l'a été pour certains secteurs et moins pour d'autres secteurs. Notamment, et si on parle de secteur, il y a bien sûr cette très très bonne campagne agricole qui a fait que les chiffres ont été très bons en termes de croissance, bien naturellement, ces 3 derniers trimestres. Ce sera aussi un des facteurs clés pour la bonne reprise globale de l'économie marocaine, n'est-ce pas, professeur Komat ? Effectivement, c'est la meilleure performance, je dirais, de l'année, c'est le secteur agricole. Et donc ça, ça a été déjà noté parce que le secteur agricole, c'est un secteur qui a un rôle pilier au niveau de notre économie, sur sa dimension économique et également sur sa dimension sociale. Et le Maroc, cette année, a réalisé une très, très bonne année agricole, ce qui a rejailli tout d'abord en termes de valeur ajoutée, mais également d'impact sur la croissance. Et on espère que cette année également, on aurait une bonne année agricole parce qu'il est démontré que le secteur agricole, il a une dimension très importante. Tout d'abord parce qu'il crée des richesses, il crée de l'emploi, mais également il est l'ossature de ce qu'on appelle l'économie de la vie, parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, on se recentre de plus en plus vers ce qu'on appelle les secteurs de la vie, notamment le secteur alimentaire, les secteurs de la santé. Et donc, effectivement, l'agriculture a joué un rôle très, très important dans cette reprise à travers les résultats que nous avons relevés.
Oui, alors reprise, certes, mais en ce qui concerne les créations d'emplois, il y a beaucoup d'emplois bien sûr qui ont été perdus comme dommage collatéral des effets de la pandémie, mais cela dit, les chiffres du chômage ne s'améliorent pas. Il y a même une hausse du taux de chômage de quelque chose comme 18%, de 12, pardon, 8% au terme du deuxième trimestre. Donc ce n'est pas très rassurant quand même. Professeur Abdeltef Komat, par rapport à ces chiffres du chômage, quand même, nous frôlons les 13%. Effectivement, le taux de chômage globalement a augmenté de 9,5 à 12,8%. Donc, c'est quand même plus de 3 points sur la période, c'est-à-dire si on revient à ce qu'on avait comme taux d'activité en fait avant la pandémie. Il faut dire que ce taux a grimpé de 0,5%, donc cela a été dénoté par la note de conjoncture ces derniers mois, et ce qui fait que nous sommes montés de 12,3 à 12,8%. Il faut dire également que le chômage, il est beaucoup plus, je dirais, visible et noté au milieu urbain, beaucoup plus qu'au milieu rural, parce qu'au niveau du milieu rural, il y a eu une amélioration, par contre une dégradation au milieu urbain. Mais je dirais que cela est normal parce que nous avons des pans de secteurs qui sont des secteurs employeurs, notamment le tertiaire, en fait, le tourisme, le transport, qui continuent à fonctionner, je dirais, d'une manière très timide. Et donc, c'est normal qu'au bout du compte, l'amélioration de l'emploi tel qu'il est espéré n'est pas encore, je dirais, comme en fait il est souhaité, mais on espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Bon, 12,8, c'est vrai, c'est un chiffre, je dis, qui correspond à des centaines de milliers de pertes d'emplois. Absolument. Mais avec la pleine reprise espérée, je crois que bon, ce taux va s'améliorer. Alors, puisque vous parlez de reprise, si on voit de plus près les indices et les indicateurs concernant l'économie mondiale, eh bien, on a une bonne reprise de la part des gros players. En l'occurrence, les États-Unis, il y a un certain essoufflement pour l'économie chinoise, mais en tout cas, globalement, même en Europe, eh bien, les choses semblent s'améliorer et que beaucoup de secteurs commencent à reprendre vraiment un rythme quasi normal. Selon, bien sûr, toujours cette note de la direction du Trésor et des Finances extérieures. Effectivement, la note, en fait, évoque un taux de croissance globale de l'économie mondiale de 6%. Absolument. Et bien évidemment, ce taux varie d'une région à l'autre. D'une manière générale, les pays avancés connaissent des taux de croissance relativement élevés. Vous avez fait allusion aux États-Unis, pour lesquels on estime un taux de croissance de 7% pour 2021. Et cela est compréhensible tout d'abord parce qu'il y a un soutien budgétaire à l'économie qui est très, très important, en centaines de milliards de dollars. Il y a également la loi sur l'investissement en matière d'infrastructure, donc qui est annoncée en grande pompe au niveau des États-Unis, parce qu'il y a tout un plan de renforcement de l'infrastructure. On connaît l'impact et l'effet d'entraînement de l'infrastructure sur la dynamique économique. Et donc, tout cela, bien évidemment, crée ce taux de croissance très, très élevé au niveau des États-Unis. Alors, au niveau de l'Europe, on estime aux alentours de 4,6% le taux de croissance attendu. Là également, c'est un taux de croissance très, très correct et respecté parce que, je dirais également, il y a en fait tout un plan de financement par la Banque européenne. Donc, il y a du budget qui sont soutenus pour justement appuyer la reprise économique. Donc nous sommes dans un contexte qui est différent, tout d'abord vu la dimension des économies, mais également la particularité des systèmes de financement qui sont soit, je dirais, comme les États-Unis ou la Banque américaine, en fait, dope l'économie, que ce soit au niveau de l'Europe où il y a des instances financières européennes qui également apportent un soutien très, très important aux différentes économies. Donc, nous sommes dans un contexte particulier. Alors, en ce qui concerne la Chine, donc vous l'avez évoqué, il y a eu une relative baisse par rapport à ce qui est attendu, mais elle reste avec des taux de croissance élevés aux alentours de 8%, ce qui est très important. Des pays émergents, d'une manière générale, on estime le taux de croissance aux alentours de 6 à 6,5%. Lorsqu'on évoque les pays émergents, c'est l'Inde, c'est le Brésil,
bien sûr la Chine, etc. Donc, globalement, au niveau mondial, la croissance est en train, je dirais, d'avoir des chiffres importants et cela va rejaillir sur les pays en développement. Parce qu'on Notamment le connaît Maroc. notamment le cas, oui, allez-y. Notamment le Maroc, professeur Komat. Oui, effectivement, parce que le Maroc est un pays Ouvert. relativement, je dirais, par rapport, ouvert sur l'international. Vous savez que nous Mhm. avons des accords de libre-échange avec plus de 55 pays. Nous avons pratiquement les 2 tiers de nos échanges avec l'Europe. Et à chaque fois qu'il y a, on fait une récession au niveau de l'Europe, ça a un impact négatif sur le Maroc. À chaque fois qu'il y a un taux de croissance élevé au niveau de l'Europe, ça a un effet positif sur le Maroc parce que bien sûr, cela rejaillit en termes notamment d'exportations marocaines qui sont plus sollicitées au niveau du marché européen. Et donc, bien évidemment, il y a une certaine ramification, il y a un ruissellement au niveau des relations économiques internationales. Si les indicateurs ils sont positifs dans le reste du monde, bien sûr, les pays en développement peuvent en bénéficier au moins en partie. Alors, d'où cette augmentation, enfin, je me demande, hein, et je vous demande aussi, professeur Kobat, d'où cette augmentation pour la part des exportations au terme, bien sûr, des 7 premiers mois de l'année. Rappelons cette note de conjoncture publiée par la direction du Trésor et des Finances extérieures, eh bien, qui annonce une hausse quand même conséquente de nos exportations à l'ordre de 23,2%. Mais cela dit, il y a quand même un creusement du déficit commercial aux environs de 18%. Donc, on peut dire que les exportations ont bien repris, professeur Komat, mais cela n'a pas réellement aidé à diminuer ce déficit commercial. Tout cela, en fait, vient du fait, en termes absolus, bien sûr, le taux de croissance des exportations est plus important que le taux de croissance des importations. Les exportations, c'est 23%, les importations, c'est 21%. Oui. Mais rapporté aux chiffres, bien évidemment, on a un déficit qui a augmenté de 17 milliards de dirhams. Pourquoi? Parce que nous avons plus d'importations que d'exportations. Mais cela, en fait, n'enlève en rien la performance d'un certain nombre de secteurs d'exportation, des secteurs marocains notamment, ce qu'on appelle les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, et en premier lieu l'industrie automobile qui a enregistré une augmentation de 38%, donc ce qui est énorme. Il y a également le secteur des industries électriques et d'électricité électronique qui a augmenté également aux alentours de 30%. Il y a un secteur, je dirais, des fondamentaux de l'économie marocaine, à savoir le secteur du textile, qui a augmenté également dans les exportations, a augmenté de 23%. Bien évidemment, il y a la transformation des produits miniers, notamment le phosphate. Et donc, ce qui fait que, globalement, les exportations ont tendance donc, à reprendre. Il y a le secteur de l'aéronautique qu'on dénotait comme un certain moment qui marque, je dirais, le plus gros retard en termes de reprise, mais les chiffres dénotés par la note de conjoncture font augmenter en fait la baisse qui était de moins 10 à moins 3. Ça veut dire qu'on est, au niveau de l'aéronautique, on est en train de rattraper le retard. Et je crois qu'avec la reprise en fait des vols internationaux, de la dynamique des aéroports, le secteur de l'aéronautique, c'est une baisse conjoncturelle, mais sur le plan structurel, il est bien assis. Et certainement, il va y avoir une reprise les prochains mois, due justement à cette dynamique qu'on va voir au niveau des transports internationaux dans les prochaines semaines. Professeur Komat, est-ce que c'est un bon signe, selon vous, ces indicateurs-là, la hausse des crédits IMO et conso et la baisse des crédits à l'équipement? En fait, ce n'est pas un bon signe, mais c'est la résultante d'une conjoncture. En fait, la hausse de la consommation, je dirais que autant peut-être, je dirais, on peut privilégier la hausse des crédits à l'équipement qu'à la hausse des crédits à la consommation, mais ce n'est pas plus mal que cela parce que, en fait, la dynamique économique dépend de la demande. Et la demande dépend de la disposition des moyens financiers, qui peuvent être des moyens propres ou des moyens octroyés auprès des institutions financières. Et donc, si cette augmentation du crédit à la consommation est là pour justement doper un certain nombre de secteurs, c'est une bonne chose.
Et d'ailleurs, on le remarque à travers un certain nombre d'indicateurs. Je fais allusion notamment au taux d'utilisation des capacités de production qui a grimpé à 62%, à 72%. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que pratiquement les unités industrielles au Maroc tournent aux trois quarts de leur capacité de production, qui est un taux, je dirais, qu'on avait même en période normale. Également, la vente des ciments. Du ciment, vous savez que c'est un produit très, très important. C'est un indicateur très important, révélateur justement de la dynamique d'un secteur phare, qui est le secteur de l'immobilier et des travaux publics. Il y a également une augmentation de plus de 30%. Donc tout cela fait qu'il ne faut pas voir d'un mauvais œil le fait qu'il y a une augmentation des crédits à la consommation. Par contre, la baisse des crédits à l'équipement, nous sommes dans une période d'attente, nous sommes dans une période d'observation, et puis la veille d'une relance qui s'annonce, parce que c'est vrai, les opérateurs économiques, il y a un certain nombre d'événements au Maroc, il y avait des élections, il y avait cette sortie de la crise sanitaire, il y avait qui ont fait que peut-être les opérateurs économiques étaient en période d'attente et d'observation. Mais je crois, avec cet élan qu'on est en train de connaître, avec le démarrage du nouveau modèle économique, avec le fonds d'investissement Mohamed VI pour l'investissement stratégique, le nouveau gouvernement, donc tous ces aspects-là vont certainement créer un élan de confiance qui va stimuler le recours au crédit pour l'équipement. Et le recours pour le crédit, toujours, professeur Komat, parce que vous avez parlé de tendance, est-ce que vous pensez que la tendance devrait rester sur le même trend, en sachant que, eh bien, toujours selon la même note de conjoncture, il y a une baisse des prix garantis de soutien au financement pour la TPME, bien sûr avec tout ce qu'on a suivi comme programme de soutien aux toutes petites et moyennes entreprises. En l'occurrence, je fais allusion aux différentes sortes de crédits d'Aman Oxygène, d'Aman Relance. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec l'arrêt peut-être de ce programme de soutien, eh bien, il peut en résulter comme un effet, un contre-coup de cet élan d'octroi de crédit et donc de revigoration de ces TPME? Moi, je crois que, en fait, c'était des mesures qui étaient liées à des circonstances particulières et qui donnaient un certain nombre d'avantages en termes d'accès au financement. En fait, moi, je crois que ce sont des projets qui vont être régénérés parce qu'on n'est pas tout à fait sorti de la crise et il va falloir continuer cet élan de soutien. Et vous savez que, par exemple, au niveau du fonds d'investissement stratégique Mohamed VI, pratiquement sur les 120 milliards de dirhams consacrés à ce fonds, 75 milliards sont sous forme de garantie pour des crédits d'investissement, notamment stratégiques. Alors, bien évidemment, il y a les TPME, les TPE qui ont besoin également d'être soutenus. Et je crois que, on l'a toujours dit, parmi ce qui attend le nouveau gouvernement, c'est des mesures de relance économique après la crise sanitaire. Et parmi ces mesures, certainement, c'est de poursuivre, c'est de continuer, c'est de renforcer le soutien aux TPE et aux TPME parce qu'ils sont l'ossature, ils sont, je dirais, le noyau dur de notre économie. Et il ne faut pas que le cadre, l'environnement ne soit pas favorable pour qu'ils se maintiennent, pour qu'ils se développent. Parce que si les TPE et les TPME sont en difficulté, c'est toute l'économie marocaine qui se trouve en difficulté. Et donc, moi, je crois que c'est vrai, il y a ces plans qui parfois sont arrivés à terme, mais je crois qu'il y a une volonté de le redynamiser parce que ça va dans l'intérêt de la relance économique. Est-ce que ça va dans l'intérêt de la relance économique que le coût de la vie s'est renchéri, professeur Komat? On a un taux d'inflation, quand même une hausse conséquente, plus 1,1% moyenne des 7 premiers mois de l'année, contre à peine 1,5% il y a tout juste un an. C'est quand même mauvais signe. Si les produits coûtent plus cher, on consommera moins et on sait que c'est l'une des locomotives aussi de notre économie, cette consommation des ménages, professeur Komat. Moi, je vois en fait ce regain un peu, je dirais, en termes d'inflation comme un retour à la normale. Parce qu'on avait pratiquement un taux à 0% en termes d'inflation qui n'est pas normal. Vous savez que l'inflation, c'est une arme à double tranchant.
il a un effet négatif, mais également un effet positif. Il ne faut pas qu'on ait une inflation excessive, mais il ne faut pas qu'on ait une déflation, c'est-à-dire carrément une baisse des prix, parce que cela va à l'encontre de la dynamique économique. Le taux que vous avez évoqué, qui est un peu plus que 1%, c'est un taux d'inflation tout à fait correct, et je ne crois pas qu'on a vécu un renchérissement, je dirais, excessif des prix, de manière à ce qu'il aille en fait à l'encontre de la dynamique en termes de consommation. Le taux, il y a une petite hausse, mais c'est un retour à la normale, parce que c'est ce qu'on avait toujours eu durant les années normales, c'est des taux d'inflation autour de 1, 1,5%, et c'est à ce taux que nous revenons. Parfait. Donc, peut-être qu'on passe à notre second sujet. Il nous reste un peu moins de 5 minutes, professeur Komat. Et cette décision de la Banque mondiale de suspendre, d'arrêter, de publier cet indice Doing Business. On rappelle bien sûr que cet indice Doing Business était très scruté par le milieu des affaires. Les investisseurs le suivaient beaucoup parce qu'il en ressortait un peu beaucoup d'indicateurs, de sous-indicateurs qui démontrent bien de la solidité de telle économie, de la sécurité d'investir dans tel pays, etc. Et j'en passe. Si on revenait sur les dessous de cette histoire, donc finalement, ces rapports qui ont été publiés auraient pu être biaisés, professeur Komat, notamment en faveur de certains pays, en l'occurrence la Chine. Effectivement, d'ailleurs, c'est ce qu'évoque en fait la Banque mondiale elle-même. Donc, ce n'est pas, en fait, je dirais, un avis externe, mais c'est un avis interne de l'organisation elle-même qui a relevé, à travers des audits menés par ces experts, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des biais au niveau de la méthode utilisée, mais également au niveau des résultats obtenus. On parle d'éthique, on parle de manipulation. Tout cela, bien évidemment, remet en cause les résultats tels qu'ils étaient affichés depuis des années, le classement en termes de climat des affaires. Et ça va, bien sûr, de la crédibilité de ces organisations internationales, parce qu'il faut dire que que ce soit des pays, que ce soit je dirais, le secteur privé, se baser sur ces résultats comme des outils d'aide à la prise de décision et d'élaboration des politiques publiques. Et si aujourd'hui on remet en cause en fait les rapports de la Banque mondiale, ça remet en cause beaucoup de choses en termes de référence, en termes de repères. Et je crois que c'est quand même un événement, je dirais, de taille qui justement suscite beaucoup d'analyses et de réactions. S'il y a des contradictions, ça a été le cas plusieurs fois, on se réfère à nos résultats parce qu'on fait confiance à nos instances nationales. Maintenant, c'est vrai que nous sommes un pays ouvert sur l'international, qu'on le veuille ou non. Les rapports émis par des organisations internationales ont un impact sur notre image, sur notre perception à l'international. En fait, il y a deux dimensions. Il y a la dimension nationale, il faut les prendre, je dirais, à titre indicatif, et puis, bien sûr, élaborer nos politiques publiques sur la base de nos données spécifiques. Et d'ailleurs, en évoquant le Doing Business, je me réfère à la deuxième conférence sur la justice qui est tenue au mois d'octobre 2019. Et il y a un message royal qui était clair, que effectivement, le Doing Business, c'est vrai, c'est une référence, mais nous ne nous étalons pas sur exclusivement les indicateurs prônés par cette instance pour bâtir notre politique publique en termes d'encouragement du climat d'affaires. Au contraire, ce qu'il faudrait, c'est peut-être capitaliser sur ces indicateurs, mais aller au-delà. Et d'ailleurs, au niveau du message, il y avait la référence à un certain nombre, je dirais, d'indicateurs propres à notre pays, le secteur informel, le foncier, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est les prendre à titre indicatif, mais bien évidemment, baser nos politiques publiques sur nos vraies données, nos problématiques spécifiques. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que effectivement, au-delà de l'impact sur le plan national, il y a l'impact sur le plan international, parce que nous sommes un pays qui est ouvert sur l'investissement étranger, nous sommes un pays ouvert sur le marché financier international, nous sommes un pays ouvert sur le commerce international, et les décisions se prennent au niveau international sur la base de ces rapports. Ce qu'il faudrait, c'est justement militer et être en fait des forces de progrès
pour justement davantage crédibiliser ces rapports parce qu'ils gardent leur valeur, notamment au niveau international. Et en fait, je crois que au niveau du Doing Business, le Maroc, au-delà en fait de ces biais qui ont été évoqués, le Maroc a fait beaucoup d'efforts pour améliorer son climat des affaires. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a grimpé énormément et en fait, on aspirait à être parmi les top 50 à partir de cette année. Tout cela est de bon augure, mais il faut relativiser et surtout nous fier à nos particularités, à nos spécificités, à nos enjeux, parce que nous sommes un pays qui a une histoire, qui a une tradition, et donc il y a ces particularités, bien sûr, tout en restant ouvert sur les avis, mais les prenant avec, je dirais, une certaine garde de ne pas, y aller à 100%. Et ça, on le voit à travers, pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan des droits de l'homme, par exemple. On a vécu des avis parfois qui vont à l'encontre de ce que fait le Maroc en termes d'amélioration des droits de l'homme. Et cela a été dénoté notamment par le gouvernement marocain, et sur la lutte contre la corruption, sur un certain nombre de sujets où toujours l'avis des organisations internationales, je dirais, n'était pas, en phase avec la dynamique et l'effort que connaît notre pays. Merci beaucoup, Abdelatif Koma, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur ces indicateurs de performance de l'économie marocaine. Merci beaucoup. Merci à vous et à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.